Bonjour, ce n'est pas la chronique de Miss Utopie. Pour ceux qui me connaissent via ma chaîne YouTube et mes petites vidéos de 2 minutes sur mon métier de médiatrice, un format différent aujourd'hui parce que, à la demande de l'Association nationale des médiateurs, nous avons du 11 au 15 octobre 2022 la Semaine internationale de la médiation. Et il nous semblait intéressant que chacun de nous, les médiateurs qui travaillons dans des matières très différentes, puisse vous partager un petit peu de notre quotidien et de nos domaines d'intervention. Donc, j'ai décidé d'intervenir sur le cœur de mon métier. Donc, je suis Cécile Lapierre, je suis consultante et médiatrice en relations sociales et RH, spécialisée dans la prévention des RPS, risques psychosociaux, et également formatrice. Donc, moi, j'interviens à la demande des magistrats, surtout en affaires prud'homales, et également à la demande des dirigeants d'entreprise. Je vais vous parler d'un sujet pas simple, qui est le harcèlement moral en entreprise. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, je la fais dans l'intention de vous parler à vous, les salariés qui êtes dans une situation de souffrance, aux dirigeants d'entreprise qui avaient l'obligation légale et la responsabilité de la prévention des RPS dans vos structures, et puis à mes confrères médiateurs qui ne sont pas habitués à la matière entreprise ou bien qui ont une pratique et qui pourraient éventuellement venir nourrir lors d'un chat que je vais organiser la semaine du 11 octobre. Je vous en reparlerai et je vous le mettrai en lien. Ce thème de harcèlement moral et médiation est un thème qui me tient à cœur. Je travaille depuis des années sur les problématiques de la violence morale. J'ai commencé ma carrière en travaillant sur les violences intrafamiliales. J'ai d'ailleurs présenté quelques outils que j'utilise et que j'ai modélisés auprès d'Isabelle Rome, qui est aujourd'hui ministre de l'égalité homme-femme et qui travaille sur ces sujets de prévention des violences. Mais avant d'engager sur ce sujet et sur qu'est-ce que le harcèlement, il me semble important de vous rappeler deux choses. La première, c'est que le harcèlement moral n'est pas genré. Donc, je vais vous parler de victime qu'il faut entendre ou pouvoir entendre victime homme ou femme, et je vais vous parler de auteur qu'il faut pouvoir entendre auteur RE. Donc, ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est que, en tant que médiateur, tant qu'il n'y a pas eu une condamnation pénale sur les faits de harcèlement, nous ne pouvons pas légalement parler de harceleur et de victime. Donc, je vous parlerai de présumé victime et de présumé harceleur. Bon, évidemment, pour savoir de quoi nous parlons, j'aime bien commencer par des définitions. Donc, la définition du harcèlement moral, je vous la lis, elle est sous mes yeux, c'est harceler, tourmenter avec obstination, action de soumettre une personne sans répit à des petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants. Bon, moi, je trouve qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, pas grand-chose. Donc, quand on associe cette définition à la définition du stress au travail, qui est la première conséquence du harcèlement, hein, je trouve que ça donne un éclairage qui nous permet de nous travailler médiateurs. Je vous la partage. Cette définition, elle vient de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. Le stress au travail, c'est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Je vous la répète parce qu'elle est clé. C'est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Ça, c'est intéressant parce que cette définition associée à la définition du harcèlement moral donne toute la légitimité au médiateur pour intervenir, travailler autour de cette idée de perception, en accompagnant, en ramenant les collaborateurs aux faits. Le sentiment, le ressenti de harcèlement ne peut être contesté. Si je vous dis que j'ai froid et que vous me répondez mais non, il ne fait pas froid, cela ne va répondre ni à mon besoin d'être rejointe dans mon ressenti, ni à la réalité de ce ressenti. J'ai froid. Le ressenti ne se discute pas, il s'accueille. Et quand une entreprise me confie une mission avec une présomption de harcèlement, la première étape dans la prise en charge d'un salarié ou d'une équipe, c'est pareil, c'est accueillir le ressenti. Si la réponse de vos collègues ou de votre manager est mais non, ce n'est pas du harcèlement, vous lui renvoyez qu'il ou qu'elle ne devrait pas ressentir ce qu'elle ressent. En d'autres termes, si on reprend l'exemple plus haut, si vous êtes frileux ou frileuse, on vous répond que cela n'existe pas ou est le résultat de votre incapacité à vous adapter à l'environnement qui vous est proposé. Et nous voilà avec un potentiel renversement de responsabilité. Tu n'es pas adapté à ton environnement. En entreprise, il existe trois grandes formes de harcèlement moral. Le harcèlement moral individuel, le harcèlement moral institutionnel et le harcèlement moral stratégique.
Le harcèlement moral individuel, il est pratiqué dans le but gratuit de nuire à une personne afin de valoriser son propre pouvoir. C'est souvent ce mécanisme-là. Le harcèlement moral institutionnel n'a pas forcément d'auteur identifié. Il apparaît lié à des formes d'organisation, de management, qui mettent des salariés sous pression. Dans ce système, c'est souvent du toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. Et on peut tout à fait basculer en tant que salarié dans une posture de harceleur ou dans une posture de victime, hein, en fonction des dossiers, du contexte. C'est très vrai pour du middle management. Et ensuite, le harcèlement moral stratégique, c'est l'objectif qui est d'inciter certains salariés à partir d'eux-mêmes, par le biais de fusion, de mutation, de personnel en surnombre, de placardisation. Quand je suis contactée par un directeur général, un DRH ou un directeur juridique sur des problématiques de présomption de harcèlement, ça ne sera qu'au fil de la médiation et de son processus que il sera possible de définir si nous sommes plutôt dans un harcèlement individuel ou un harcèlement stratégique. Et puis, plus clairement aussi, s'il y a fait de harcèlement et si ce n'est pas juste un problème de communication ou de distorsion culturelle ou de difficultés relationnelles. Et pour tenter de détricoter le vrai du faux, les croyances en fait, les interprétations en réalité, j'ai modélisé il y a quelques années un outil à la détection de la violence morale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Cet outil, aujourd'hui adapté aux souffrances au travail, se décline en deux phases. La première phase a pour objectif de détecter, le cas échéant, la présence de mécanismes relationnels toxiques par le présumé auteur sur la présumée victime. J'ai appelé ce détecteur de violence morale le DCD en mi-carré. Il s'appuie sur la détection de l'utilisation des mécanismes suivants: le doute, la culpabilité, le dénigrement, la menace, l'isolement et le sentiment d'impunité de l'auteur. Les mécanismes utilisés dans les relations toxiques sont très systématisés. Bon, dans le champ professionnel, cela s'illustre par empêcher le collaborateur de s'exprimer, l'interrompre publiquement, lui interdire de donner son avis. C'est l'isoler, nier sa présence, éloigner son bureau. C'est déconsidérer le collaborateur auprès de ses collègues par le biais de rumeurs et de calomnies. C'est discréditer le collaborateur dans son travail, lui confier des tâches inutiles, dégradantes ou irréalisables. Et c'est potentiellement compromettre la santé du collaborateur, lui confier des tâches dangereuses, l'agresser physiquement ou la menacer et porter atteinte à son intégrité, physique ou psychologique. Certains signes peuvent donc nous aider, nous médiateurs, mais aussi vous en tant que collaborateur ou en tant que dirigeant, à détecter un collaborateur en souffrance. L'Organisation mondiale de la santé a listé un certain nombre de troubles liés à la souffrance au travail. Ils sont organisés en trois catégories: les troubles psychopathologiques, les troubles psychosomatiques et les troubles du comportement. Bon, je vous en retire quelques-uns des listes, ceux qui sont pour moi décelables par quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la santé. Humeur dépressive, réaction d'évitement, absence d'initiative, insomnie, anxiété, perte de poids, chute de cheveux, troubles de la nutrition, consommation accrue d'alcool, de tabac, de médicaments, isolement social et réaction agressive. Bon, évidemment, le médiateur n'est pas médecin. Il ne s'agit pas ici de poser un diagnostic quand nous travaillons sur ce type de dossier. Cependant, si nous savons quoi observer, ces troubles sont des indicateurs précieux. Dans les situations de violence morale, il est très difficile de savoir qui dit vrai. C'est pas, et d'ailleurs, ça n'est pas celui qui dit qui est, hein, clairement. C'est pourquoi la deuxième phase de l'outil que j'ai modélisé est essentielle pour comprendre la dynamique du conflit vécu par les collaborateurs que je reçois. La deuxième phase de mon outil modélisé se compose de questions ouvertes qui ont pour objectif de dézoomer l'histoire relationnelle et conflictuelle des collaborateurs. Avec une question sous-jacente: à qui profite le crime? Donc, à qui profite le conflit? Et on verra des ascensions de collaborateurs au détriment d'une dégradation d'autres, de promotion de l'un au détriment de l'autre, d'un bien-être de l'un au détriment de l'autre. Et ça nous permettra de voir l'idée d'une relation inéquitable et d'une utilisation de l'un au profit de l'autre et au détriment de l'autre. Alors bien entendu, si à la fin du processus, le médiateur a l'intime conviction qu'il y a harcèlement, et j'irai même plus loin, que ce harcèlement est volontaire, c'est-à-dire avec l'intention de nuire, la médiation devra laisser place à une enquête pour harcèlement.
Alors, je me permets un avis personnel sur l'enquête pour harcèlement. Selon moi, elle doit être conduite impérativement par un cabinet extérieur. La fausse bonne idée de l'enquête interne ne permet pas aux collaborateurs de se livrer en toute confiance et sécurité. Si vous avez un litige avec votre garagiste, vous n'imaginez pas désigner son propre mécanicien en tant qu'expert pour déterminer ses torts et ses responsabilités éventuelles. Ça ne peut pas marcher comme ça. En plus, sans compter l'ambiance délétère et le climat social dans l'entreprise pendant l'enquête, quand les collaborateurs sont auditionnés un par un dans la salle de réunion du service. À la fin de ces dossiers de médiation, si le médiateur a l'intime conviction qu'il n'y a pas de harcèlement et qu'il s'agit effectivement juste d'un conflit relationnel, culturel ou structurel, alors il peut continuer sa mission et accompagner les collaborateurs pour trouver un terrain commun et définir de nouvelles règles du jeu, une organisation acceptable pour eux, pour l'équipe et pour l'entreprise. Alors évidemment, de nombreux sujets pourraient être évoqués autour du harcèlement moral. Comment sortir de confidentialité s'il devait être nécessaire d'informer les RH, quelles mesures conservatoires avant la décision du dirigeant, comment travailler avec les équipes après l'enquête s'il y a enquête pour apaiser le climat social. Bon, vous avez vu, on a de quoi se retrouver sur d'autres sujets. Bon, avant de vous quitter, une dernière information qui me semble importante. Si vous êtes salarié et que vous avez un sentiment de harcèlement moral, la seule mention du sentiment de harcèlement auprès des RH ou de la médecine du travail doit systématiquement ouvrir une action mesurable de prévention des RPS. Vous n'êtes pas seul. À vous les dirigeants. L'obligation de sécurité implique que vous assuriez la protection de la santé et de la sécurité de vos salariés. La mise en place d'une médiation est un des outils reconnus par le Code du travail. Pourquoi s'en priver? Et à vous, confrères médiateurs, n'hésitez pas à venir nourrir ce sujet avec vos pratiques. Afin que nous puissions avoir un échange sur ce sujet, j'organiserai la semaine du 11 octobre un petit webinaire questions-réponses ouvert à tous. Je mettrai en lien le lien de connexion, évidemment. N'hésitez pas à venir vous connecter. Je vous dis à très bientôt.